384 000 titres de séjour accordés en France en 2025. Jamais autant d'étrangers ne sont arrivés dans notre pays de façon légale. Ils sont aujourd'hui 4,5 millions, auxquels s'ajoutent les clandestins, environ 800 000 personnes. L'immigration est hors de contrôle. Le chiffre d'hier illustre l'impuissance d'une politique sur le réel. Les paroles de fermeté sont démenties par les chiffres. Toujours plus d'étrangers entrent en France, alors qu'Emmanuel Macron promettait le contraire. Et cette immigration n'est pas choisie. Elle ne vient pas pour travailler, elle vient au nom de notre humanisme. Nous accueillons toute la misère du monde, pour reprendre une formule qui traverse les décennies depuis que Michel Rocard inventa l'expression, c'était en 1989. Faillite du politique, ici comme ailleurs, faillite française, les gouvernements sont incapables de diminuer les dépenses publiques, incapables de réguler l'immigration, incapables de juguler l'insécurité. Il serait plus simple de dire que le pouvoir politique est incapable tout court, perdu entre une absence de volonté et des règles françaises ou européennes qui rendent l'action impossible. Chaque année c'est pire et chaque année on devine que l'année suivante ne changera rien. Ainsi va la France, qui préfère parler de Minneapolis plutôt que de Paris ou de Marseille, et pour cause. Évoquer l'Amérique, ça évite de parler de nous. Mais c'est à Paris ou à Marseille qui disent la vérité sur notre pays. C'est tellement plus facile, effectivement, de parler de Minneapolis que de parler de Paris ou de Marseille. Et je le disais dimanche soir, on parlait de Minneapolis, mais on ne parlait pas de Nice et de cette nonagénaire qui avait été violée. Ben oui, c'est comme cela. Vous êtes d'accord qu'on peut parler des deux ? On peut parler des deux, vous avez raison, mais parler de Nice, je le répète, c'est parler de nous, et parler de Minneapolis, c'est parler des autres. Et je ne veux pas faire de psychanalyse, mais manifestement, on ne veut pas parler de nous. Et je fais aussi un autre parallèle, parce qu'on en a parlé hier, l'affaire Samuel Paty. Ce qu'a dit Francis Vuillemin, qui est l'avocat, il y a 10 ans, tout le monde enseignant serait monté au créneau. Tous les éditorialistes seraient montés au créneau. Ça passe quasiment comme une lettre à la poste. C'est une horreur ce qu'a dit ce monsieur. C'est une horreur ce qu'a dit ce monsieur. Quasiment dans une indifférence générale. Quasiment dans une... Mais on en a parlé. On en a d'accord avec vous, Pascal, que je pense que quand on parle de Minneapolis, certains veulent parler de nous aussi, parce que c'est une façon, on l'a très bien compris, de discréditer ceux qui sont présentés comme ayant des accointances avec Donald Trump, et aussi pour dire, regardez, la lutte contre l'immigration, voilà ce que ça entraîne. Vous avez raison. Et donc en fait, quand on parle de Minneapolis, on parle de la France. Mais oui, mais vous avez parfait. En fait, on l'a dit aussi, c'est d'une pierre deux coups, l'affaire Minneapolis. Tu attaques Trump et tu ménages une immigration. Et ça, c'est le barrage des médias, c'est merveilleux. Pascal, mais je vous assure, le procès de Paty, c'est incroyable qu'on laisse dire ça sur Samuel Paty. Où est le ministre de l'Éducation nationale ? Où sont les syndicats des enseignants ? On est en train d'expliquer que Samuel Paty aurait dû être, sanctionné. Et tout ça se fait dans l'indifférence générale. Ça lui a sauvé la vie. Mais enfin, je vous assure, ce pays devient dingue. Il y avait plus de réactions pour l'avocat dans le dossier Pellico que pour ça. Mais bien sûr. Il y a toutes les chaînes en parlaient. Parce que tout le monde a tellement peur de se faire traiter d'islamophobe dans ce pays que tout le monde se tait. Mais Pascal, vous avez silence. À Nice, c'était silence, on viole. On ne peut pas l'arrêter. Gilbert Collard. Il faudrait qu'il y ait un bouton pause. Pause Pascal. Glucksmann l'a dit. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Si on vote à l'extrême droite, on aura la même chose. Ça a été. Mais je veux dire que la démonstration de ce que vous dites a été faite par Glucksmann. Voilà, Donc il y a bien une récupération de l'événement sur lequel on peut bien évidemment parler, s'exprimer, discuter. De toute façon, la mort d'un homme, c'est toujours une tragédie. Mais de voir la manière dont la gauche et l'extrême gauche récupèrent avant tout jugement au fond, avant toute décision de justice, un drame pour le transporter en France et en faire un argument contre les politiques qui limiteraient l'immigration, ça montre à quel point ils ont une rhétorique de récupération qui est bien au point. Vous tombez dans le piège. Éric Nolot. Vous refusez d'analyser l'événement en tant que tel. Vous l'analysez au regard de l'extrême gauche. À quel moment j'ai refusé ? Moi, je ne suis ni Trumpolâtre. Non mais Éric, à quel moment j'ai refusé ?
Non, mais vous dites que ça a récupéré. Moi, d'abord, je considère l'événement, je considère qu'il y a eu une bavure si je peux me permettre. inexcusable. Après, la récupération, je suis d'accord. Faudrait faire pause, Gilbert Collard, avec vous. Faudrait faire pause. Ah, ça lui plaît, ça. Il Faudrait faire pause, Non, mais c'est important. À aucun moment, j'ai fait ce que vous dites. Si, non. vous commencez par là. Non, mais alors, vous avez un parti pris sur l'événement, vous? Je pense que c'est une bavure inexcusable. Je pense que j'ai vu les images. M. Nolot pense que non, le monde pas entier M. Nolot pense que j'ai vu les images. Non, je suis pas on ne sait pas. On n'a pas d'analyse détaillée des images. Non, on ne sait pas. Gilbert Collard, franchement. D'abord, quand on voit les images, on se fait quand même une idée. On voit que cet homme-là ne représente manifestement pas un danger. Mais on ferme la parenthèse. Bon, mais je suis pas contre ce fait, moi. Attendez, pause. J'ai pas de parti pris, Gilbert, là. Gilbert, pause. On va parler de l'immigration, mais c'est très intéressant parce que la bataille culturelle, elle est effectivement très importante. Ce que vous avez dit est juste, ce qu'a dit M. Glucksmann est juste, mais il faut parler de l'immigration parce que l'immigration, c'est l'impuissance de la parole politique. C'est-à-dire qu'elle ne pèse plus rien, cette parole politique. On va voir le sujet de Mathilde Ibanez. Je le répète, 384 000 titres de séjour, dont 28 000 Algériens. C'est-à-dire que vous êtes, et là je m'adresse à Vincent Herouet, on est en guerre, en tout cas en opposition frontale avec l'Algérie. Voilà un pays qui nous méprise, voilà un pays qui nous insulte, voilà un pays qui prend des otages de Français et qui les garde comme Christophe Glaise. Et que faisons-nous au lieu d'avoir une politique de grande fermeté, la rente victimaire qu'entretiennent le régime et les dirigeants algériens depuis toujours? Et qu'est-ce que nous faisons? Nous accueillons sur notre sol 28 000 Algériens qui manifestement ont envie de venir chez nous. Manifestement, on ne doit pas être si horrible que cela, puisqu'ils viennent chez nous, et on les accueille. Eh bien, effectivement, Trump, lui, avait suspendu des visas, je crois, pour 75 pays. Je préférerais cette fermeté, Vincent Herouet. Votre commentaire? Il y a 18 consulats d'Algérie en France, on a ouvert de nouveau récemment. Il y a effectivement le refus des OQTF, le renvoi d'Algériens avec papier que l'Algérie a refusé. Et vous avez Ségolène Royal, qu'on voyait à l'image il y a 5 minutes sur cette antenne, assis, c'est toujours drôle comme image, que vous avez le président Tebboune dans son trône, et puis devant elle, un peu plus bas, vous avez le Français ou la Française. Là, c'était Ségolène Royal. La dernière fois, c'était Jean-Noël Barrot, avec le sourire accroché aux oreilles, un air humble, souriant et approuvant. Le président Tebboune en train de s'exprimer en majesté. C'est toujours fascinant comme image. Et donc, elle était, comme son mari l'avait été, François Hollande, en Algérie, la meilleure amie de la République populaire. On la voit, cette image, d'ailleurs. Mais elle est très parlante, je trouve. Regardez comme elle est contente. Alors, pourquoi elle a un rôle officiel? Elle a un rôle officiel, Vincent Herouet, désormais. Elle a un rôle officiel, et je le dis pour les autres... Association d'amitié franco-algérienne, après, des personnalités éminentes, et c'est toujours l'idée qu'on va réussir à s'entendre, que c'est sûrement un quiproquo, qu'il y a un malentendu à lever, qu'il faut parler pour le... Alors que non, pas du tout. Il y a une opposition qui est claire. Il y a aucun autre pays au monde qui ait dans son hymne national un couplet pour dénoncer le voisin. C'est le cas de l'hymne algérien tel qu'il a été, et le couplet en question anti-français a été rajouté par Abdelmajid Tebboune, qui est un président assez impuissant, mais qui est un président donc tenu par les militaires, par le régime qui a été choisi. Il est faible, mais qui est profondément anti-français. Toute sa carrière le démontre, toutes ses déclarations précédentes le prouvent. Alors écoutons le sujet de Mathilde Ibanez sur l'immigration. En France, le nombre d'étrangers en situation régulière est estimé à près de 4,5 millions. Une augmentation de 3,2% par rapport à 2024, selon les dernières données du ministère de l'Intérieur. On y retrouve la délivrance des premiers titres de séjour qui ont connu une hausse de 11,2% en un an. Si pour les 3 pays du Maghreb, les chiffres sont en baisse, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie restent les pays concernés avec des motifs principalement familiaux, mais aussi étudiants. D'autres nationalités, elles, explosent pour motifs humanitaires. C'est le cas des Afghans, mais aussi des Ukrainiens. Sur les millions d'étrangers en France, il faut également prendre en compte le renouvellement de titres de séjour qui représente 955 000 personnes, soit une augmentation de 7,6% par rapport à l'année précédente. Ici, le motif est principalement familial.
En 2025, les principales nationalités présentes en situation régulière sur le territoire français restent les 3 pays de l'Afrique du Nord. En ce qui concerne les situations irrégulières, le rapport note une augmentation de 30% du nombre d'interpellations d'étrangers, avec une hausse de 15,7% d'étrangers renvoyés. Gérald Darmanin propose de suspendre l'immigration à la fin de 2025. Il y a 4,5 millions d'étrangers. On le sait, le droit d'asile, parce que c'est le droit d'asile qui effectivement pose problème. Et on va voir le sujet de Chloé Tarka, parce que c'est pas une immigration de travail. L'immigration de travail, elle pèse pas. C'est le droit d'asile. On a 18 000 les Ukrainiens qui sont regroupements. Sur le droit. Oui, c'est plutôt un regroupement familial, parce que le droit d'asile, ça concerne notamment les Afghans, les, en effet, par exemple, les Afghans, RDC et Ukrainiens. Non, mais le regroupement familial, il faut bien que tout le monde comprenne une chose. Vous voulez mettre fin aujourd'hui au regroupement familial, en l'état actuel de l'Union européenne, c'est pas possible. On peut pas. Oui, donc en fait, moi j'entends les arguments de Gérald Darmanin, je pense que beaucoup de Français le partagent, mais il faut être prêt pour ça, remettre en cause Schengen, les contrôles de nos frontières, ça implique beaucoup de changements. Mais je suis d'accord avec vous, mais qu'on ne dise pas le contraire, on ment aux Français. Qu'Emmanuel Macron arrive et dise « je ne sers à rien ». Voilà. Ah oui. Sachez-le, vous allez m'élire, mais en fait, un président de la République ne sert à rien. Voilà. Ça, c'est honnête. C'est-à-dire qu'il ne peut plus agir sur le réel. Sur des sujets aussi fondamentaux que celui-là, il ne peut pas agir. Alors, on va voir le sujet de Chloé Tarka, je le trouve passionnant d'ailleurs. La hausse des attributions du droit d'asile. Écoutez. Suspendre l'immigration pendant 3 ans, c'est la proposition lancée par Gérald Darmanin. Une pause qui s'accompagnerait de mesures d'ajustement, notamment sur les salaires. La contrepartie, c'est qu'il y ait une augmentation des salaires pour que les métiers que les étrangers font, à très peu de frais aujourd'hui, soient faits par les étrangers en situation régulière ou les Français. Mais dans les faits, suspendre l'immigration pendant des années s'avérerait difficile, voire impossible, car cela irait à l'encontre de la Constitution et des traités européens. Pour rendre cette suspension envisageable, il faudrait organiser un référendum ou réviser la Constitution, 2 procédures longues et complexes. Ça veut dire que le prochain ou la prochaine présidente devrait s'emparer de ce sujet très rapidement après son mandat pour qu'il ait la légitimité démocratique de son élection pour aller dans cette direction-là. Si le prochain ou la prochaine présidente organise un référendum, alors cette décision du peuple français, si elle était favorable, si on posait la question aux Français, est-ce que vous souhaitez suspendre l'immigration, alors ça s'imposerait à la Constitution et aux traités européens, et donc il y aurait la légitimité démocratique du suffrage universel direct qui s'imposerait et qui permettrait justement à ce président ou cette présidente d'appliquer le programme qu'il a choisi. Selon Gérald Darmanin, quelques exceptions seraient tout de même envisageables. Elles concerneraient certains médecins, chercheurs et étudiants. Vous avez compris que c'était le sujet sur la possibilité de suspendre l'immigration, et on verra tout à l'heure les hausses d'attribution du droit d'asile. Mais il y a 2 politiques qui s'opposent, et ces 2 politiques sont dans la presse ce matin. Vous voyez Le Figaro, vous voyez Libération, et c'est très intéressant parce que c'est 2 manières de voir le monde. Vous avez Libération qui dit pourquoi la France a besoin d'immigration. C'est assez fallacieux. Parce que l'immigration représente, c'est pas le problème de l'immigration de travail, on le dit chaque fois. Après, il y a des métiers où vous regardez, les Français ne les font pas, et c'est souvent des personnes. Mais vous avez parfaitement raison. Parce qu'on ne les paye pas. Mais sur les 385 000, non, mais c'est parce qu'on ne les paye pas. Gilbert, sur les 385 000, là où Libération entre guillemets n'est pas honnête, c'est que c'est pas l'immigration de travail qui pose problème. Elle représente moins de 10%, elle représente 10 ou 11 ou 12% de ces 380 000. Si avec celle-là, il n'y a pas de souci. Oui, vous avez des gens qui viennent... Giorgia Meloni, en Italie, a régularisé près d'1 million de personnes en situation irrégulière, et l'Espagne s'apprête à faire la même chose. Est-ce que vous trouvez bien, je me fiche de ce que fait, ce que fait Madame Meloni, de droits comparés, de points comparés. Est-ce que vous trouvez bien pour la France qu'il y ait 400 000 étrangers qu'on ne peut pas assimiler, intégrer chaque année? Est-ce que c'est possible de dire... Est-ce que c'est possible de dire que c'est impossible d'intégrer et d'assimiler, et qu'on va au-devant de problèmes XXL? Mais on les a, les problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Vous vivez dans quel quartier? Mais on les a, les problèmes. Est-ce que vous... c'est ça qui est terrible. Bon, donc vous êtes à l'abri de ça. Oui. Et moi aussi d'ailleurs. Vous aussi, oui. Et moi aussi. Donc vous ne comprenez pas. Donc vous avez des gens en plateau qui viennent parler d'immigration et qui vivent dans les beaux quartiers et qui ne sont pas confrontés à cette réalité. De ces gens. Oui. Mais à la différence, donc on est tous les deux dans les beaux quartiers à parler d'immigration.
ça change quoi? Un représentant. Mais écoutez, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Vraiment, c'est des sujets qui ne sont pas sérieux. Non, mais ça change quoi la réalité qu'on vive dans les beaux quartiers ou pas dans les beaux quartiers? Ça change une perception parce qu'on n'est pas touché. Non, mais je veux dire qu'il suffit. Il suffit de regarder ce qui se passe tous les jours pour comprendre quand même qu'un certain seuil d'immigration, c'est admis par tout le monde en plus. Ah non, pose un problème. Non, parce que c'est une bourgeoise en bourgeoisie, c'est tout. Bon, mais tu es une bourgeoise. Mais écoutez, ça va pas. Non, mais attendez. Mais moi aussi, je suis un bourgeois. Attention. C'est pas une attaque personnelle de dire qu'on est bourgeois. C'est pas une attaque. Mais la manière dont. Ah non, mais Pascal, parlez pas comme ça de. Non, mais c'est pas une attaque personnelle. Pardonnez-moi de troubler le débat entre avocats, je voudrais intervenir. Non, mais Gilbert, Gilbert, il y a du respect, c'est pas le souci. Mais est-ce que de traiter Pascal, est-ce que traiter quelqu'un, est-ce que traiter. Non. Voilà. Est-ce que je ne veux pas me rapprocher de mon ami? Non, vous vous rapprochez pas. Non, mais soyez courtois. Non, je peux me permettre un mot. Gilbert, un mot. Traiter quelqu'un de bourgeois depuis Flaubert, c'est pas une insulte. C'est la façon dont vous le dites, c'est la forme. Mais non. Oh, écoute, alors disons, moi je me reconnais bourgeois. Voilà. Non, mais il y a bourgeois, il y a immigré. En Espagne, la régularisation. Le débat n'est pas économique. Le débat est existentiel. Il est psychologique et civilisationnel. Les êtres. Non, c'est vraiment insupportable. Vraiment. Franchement, Gilbert Collard, c'est insupportable. Vraiment, c'est rare que. On ne peut pas finir une phrase, on ne peut pas débattre. On ne peut pas débattre. Je me tais. Les êtres ne sont pas interchangeables. Alors, ce n'est pas la peine de placer ça sur le plan économique. Ce n'est pas vrai qu'on peut remplacer des Français de naissance, je parle de la chute de la natalité, par des êtres venus de l'autre bout du monde et penser que la France va rester la France. C'est ça le véritable débat. Après, les débats sur le dévoiement du droit d'asile, le dévoiement du statut étudiant, les métiers en tension, pour moi, c'est secondaire. Qu'est-ce que nous voulons comme France? Qu'est-ce que nous voulons comme pays? Vu comment c'est parti, on est en train de faire basculer la France dans un autre pays, ce qu'a théorisé la France insoumise, qui vous dit il y a un nouveau peuple et il y a un nouvel électorat. Écoutez François Mitterrand, parce que c'est et Georges Marchais. Alors Marchais, c'est encore autre chose. Oui. Gilbert, franchement, vous êtes insupportable. Ah mais j'ai rien dit. Non. Il y a un bruit de fond. C'est la dernière fois que vous venez. C'est Nolo, hein. Mais c'est pas possible. C'est Nolo. On peut parler. J'ai jamais vu un enfant de 4 ans et demi, quoi. Bon, écoutez... Bourgeois de 4 ans. Non, mais c'est pas possible. Le dernier mot. Je vais avoir le dernier mot. Bon, écoutez François Mitterrand, parce que on voit bien le changement d'état d'esprit. Mitterrand était un homme de gauche, mais c'était c'était surtout un homme de bon sens. Oh non. Et vous allez tous vous y mettre, vous aussi, Vincent Hervouette. Cette phrase que vous allez entendre, elle correspond... Un homme de gauche, non? J'arrête. Non. Allez, je rentre chez moi, j'arrête. Ah non, je rentre. Ah non. C'est très bien qu'une immigration, elle a du mal à s'intégrer, à s'assimiler. C'est ce qu'il avait appelé du seuil de tolérance. Écoutez ce que dit également Emmanuel Macron. Ça dépend du nom. Mais ça dépend, c'est pas si net, pardonnez-moi. Vincent Hervouette. Par exemple, vous avez les Espagnols qui, hier, ont décidé de régulariser 500 000 clandestins. Excusez du peu, 500 000. Quand vous regardez le détail, cette immigration... elle est tout à fait marginalement africaine et nord-africaine. En fait, ce sont des Colombiens, des Péruviens, même parfois des Vénézuéliens. Ce sont des Latino-Américains. Et les Latino-Américains s'intègrent en Espagne. Et c'est pour ça que vous avez non seulement le patronat, mais aussi l'Église, et pas uniquement l'extrême gauche, tout le gouvernement qui a donc signé. Je ne sais pas ce que ça donnera. Il y a beaucoup d'étrangers en Espagne. Il y en a plus qu'en France, proportionnellement. Vous avez le pays qui a le plus d'étrangers chez lui, ce sont les Suisses en Europe. Il n'y a pas de problème, trop de problèmes, à part avec les Albanais, dans l'immigration en Suisse. En revanche, l'Allemagne, les bras ouverts d'Angela Merkel, c'était il y a 10 ans. On a un peu de recul. Il y a 10 ans. Qu'est-ce que sont devenus les immigrés qui sont arrivés quand Angela Merkel leur a ouvert les bras? Eh bien, 2 sur 3, 10 ans après, n'ont toujours pas de travail. Ils sont toujours à la charge de la société, dans les foyers, etc. Voilà le problème. On va marquer peut-être une pause, mais écoutons d'abord ce que disait Emmanuel Macron en septembre 2023. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du sujet de l'immigration, on parle de femmes et d'hommes, il ne faut jamais l'oublier. Puis après... 28 000 morts en 10 ans. Et j'ai eu l'occasion moi-même de le dire, mais l'Europe est le continent qui fait le plus. Et donc, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que d'abord, nous, Français, nous faisons notre part. Mais
il faut ce message d'universalisme. Moi, je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ça dépend. Ben si, en fait. Ben si, on peut. Et on le fait. Mais c'est ce qu'on fait. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais une nouvelle fois, ce que vous avez dit n'est pas vérifié sur le terrain. Et parler aux gens de l'OFPRA. L'OFPRA, dans le temps, tu avais un dossier sur 10 qui passait. Aujourd'hui, il y en a 8 ou 9 sur 10. Parce que les associations, en plus, savent maintenant régulier, etc. En fait, c'est ingérable, c'est hors de contrôle. Et pour le coup, la tentation d'être avec Éric Nolot et de dire « c'est foutu ». Voilà. Sur l'immigration, c'est fichu. C'est-à-dire que, et ça va être des vagues, des vagues, des vagues. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Chaque choisira des endroits où il veut éviter ça. Voilà. Et c'est une France communautaire. Et c'est ce qui se passe déjà. Donc Sarah, on vit. Quand vous devez faire un choix d'habitation, vous choisissez, quand vous en avez les moyens, d'être là où vous ne voulez être et surtout pas en contact direct avec une immigration qui peut poser des problèmes de sécurité, qui peut poser des problèmes d'éducation pour les enfants quand vous irez au collège, etc. C'est une France qui n'existait pas avant. Comment ? On va dans le 7e arrondissement chez Rachida Dati. Non, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Et nous, on a cette chance. On a cette chance. Vous et vous pareil, arrêtons, on a cette chance. Non mais c'est ça la grande hypocrisie. C'est ça, c'est la grande hypocrisie, je suis désolé, moi je trouve ça, c'est pas la France que j'ai connue. La France, le modèle social n'existe plus, Sarah, enfin. Avant, tu étais un gosse de pauvre et tu pouvais aller au sommet de l'État, aujourd'hui tu peux plus. Ça devrait vous révolter quand même. La sociale, ça a toujours été compliqué. Mais c'est pas vrai. Georges Pompidou était fils à Montbouille. Il était son père était dans le village. Non. Arrêtez. L'administration, par exemple. Vous regardez. Mais Alain Juppé. Mais c'était cheminot le père. Dans Mitterrand. Quoi ? C'est ce qu'il avait osé. Il est 9h23. On va marquer une pause et alors soyez respectueux les uns les autres. Oui, bien sûr. Mais oui, non, mais c'est important. Non, mais c'est évident, non. On peut. Excusez-vous. Oui, mais je mets bien. Je présente mes excuses comme le duelliste retire son épée.